Corner frappé par Del Castillo avec la tête de Brendan Chardonnay en deux temps. Ouest France et It West présentent toute l'actu du Stade brestois avec David Guézenec, Alexis Xaja et Laurent Frétinier. Un podcast animé par Tom Rossi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 100% ISEF, légèrement en retard après ce premier nul et vierge de la saison à Strasbourg. C'était sous les yeux de David Guézenec qui vient de traverser la France pour ne pas voir de but. Rassure-moi, tu t'es rattrapé sur les saucisses, David. Exactement, bonjour Tom, bonjour tout le monde, des saucisses. Non, j'ai pas fait de plat traditionnel alsacien quand même. Ouais, c'est pas les meilleures saucisses, je trouve. Bon, lui n'a pas de saucisses dans ses valises, mais 7 buts ramenés du Parc des Princes. Salut Alexis Xaja. Salut Tom, salut tout le monde. Pas de Laurent cette semaine, en repos notre ami Laurent. Allez, au menu, ce match nul 0-0 à Strasbourg après la claque parisienne. Bon ou mauvais point pour les Pirates, on en débattra. Débat également autour du système 4-4-2 ou 4-3-3, de la performance de Brendan Chardonnay, solide face à Emega. On se demandera si la blessure de Soumaïla Koulibaly est inquiétante. Et enfin, focus sur ce quart de finale de Coupe de France et cette opportunité historique d'atteindre le dernier carré. Allez, la Ligue des Champions, c'est fini, tant pis. On se contentera bien d'une finale au Stade de France. 100% ISEF, c'est parti. Ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai. 100% ISEF, toute l'actu du Stade brestois. Les Pirates ont stoppé l'hémorragie après avoir encaissé 12 buts en 3 matchs. Le Stade brestois revient de Strasbourg, les valises vides de buts, mais avec un point. Qu'est-ce qu'on retient, David ? Cette défense solide ou cette attaque muette pour la 3e fois en 4 rencontres ? On va retenir quand même la défense solide parce que Éric Roy parlait de possibles chocs post-traumatiques après le 7-0 de Paris. Donc c'est évident que dans les têtes, ça doit quand même travailler dur après une telle danse reçue au parc. Donc ils étaient venus là dans l'optique d'un clean sheet, alors dans l'optique d'ambition de gagner le match aussi, parce que Brest joue toujours dans l'optique d'ambition de gagner le match, mais c'est vrai que faire un clean sheet, se rassurer défensivement, c'était quelque chose d'important, donc oui, forcément, moi je retiens le fait qu'il n'ait pas pris de but, parce qu'en plus en face, offensivement, il y a quand même du beau potentiel. Et on en reparlera tout à l'heure, c'est un nul qui rassure, t'as dit Hugo Magnetti en zone d'interview. On peut avoir des regrets d'avoir un peu pêché sur la finition, mais je trouve que Strasbourg aussi a eu des belles situations. Donc non, je pense que le nul est logique, même si on avait à cœur de remporter le match. Mais c'est vrai qu'après la claque reçue à Paris, on avait voulu resserrer les liens, surtout défensivement. Bon, on retient donc le clean sheet, Alexis, le 5e cette saison en Ligue 1. Ouais, pareil que David, je trouve en plus que justement après, dans ce contexte-là, après les 7 buts traumatiques, comme disait Éric Roy, il y a de la continuité dans les résultats à l'extérieur avec ce nul, puisqu'il y avait il restait sur 3 victoires en championnat à l'extérieur. C'était Rennes, Le Havre, Nantes, et 2 fois, les 2 dernières fois, c'était sans prendre de but. Donc là, c'est la 3e d'affilée. Donc en tout cas, en championnat, ils ont réglé la mire en défense, alors qu'on sait qu'en début d'année, en début de saison, c'était plus compliqué. C'était un peu le péché mignon des Brestois de prendre des buts, notamment en première mi-temps. Là, ils ont bien résisté. Et au contraire, en fin de match, ils peuvent même peut-être avoir un peu de regrets, parce que c'est eux qui ont eu les plus grosses occasions pour gagner en toute fin de match. Donc en tout cas, un bon nul. Oui, messieurs, vous êtes sur la même longueur d'onde qu'Éric Roy. Pour lui, c'est un bon point. En tout cas, dans le contenu, je te donne la parole dans une seconde, David. Je ne connais pas les stats, mais j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup plus de situations, qu'on a été beaucoup plus dangereux que cette équipe strasbourgeoise, et surtout sur la fin du match et sur la deuxième période, c'est vrai. Après, il manquait peut-être un petit peu de poids dans la surface, et on sait le garçon qui nous manquait ce soir. Donc, il est évident que je pense que c'était un bon match déjà, un bon 0-0. Des fois, il y a des 0-0 qui sont ennuyeux, mais je pense que ce soir, c'était un bon 0-0. Un bon 0-0, un bon match, un match pas ennuyeux selon Éric Roy, David. Oui, c'était. Alors, Brest a commencé un peu plus. Enfin, pas poussivement, mais c'est vraiment les Strasbourgeois qui avaient les occasions, qui poussaient. Brest, on les voyait un peu dans une situation un peu attentiste. Et ils ont mis un peu le curseur un peu plus haut en seconde période. Mais c'était un match vraiment plaisant à voir. Ça jouait vite des deux côtés, vite vers l'avant. Voilà, on dit un bon 0-0. Et un 0-0 qui méritait les buts. Alors, Emega a failli en mettre un, il est hors jeu
d'Arien. Brest a une chance sur un penalty non sifflé sur une sortie de Bizot, où comme ça du stade, où il n'était pas très bien placé d'ailleurs. C'est pas tout ça pose question, mais moi j'avais pas les images ralenties de cette action, mais sur le coup on a vraiment l'impression que Bizot fait faute. Voilà quoi, donc mais un match en tout cas oui vraiment vraiment intéressant, et dans l'intensité, énormément d'intensité des deux côtés. C'était un très bon match de football. Et Eric Roy, à qui on a donné la parole à un instant, il a dû composer quand même avec l'absence de Ludovic Ajorc. Il a donc choisi de changer de système pour finalement revenir à son 4-3-3 en fin de match. On va écouter l'explication du coach sur ce choix tactique de commencer en 4-4-2. Le problème, c'est que si tu balances tous tes attaquants, t'as plus personne après. C'est vrai qu'au départ, j'avais peut-être dans l'idée de peut-être démarrer comme on a fini. Mais le problème, c'est qu'après, si t'en as un qui se blesse ou si y en a un qui est fatigué, malheureusement, t'as plus de solution de rechange. Alors on est allé chercher à rattraper au dernier moment le petit Saliou Diop. On avait la volonté au départ, et parce que le Racing est une équipe qui développe sur les côtés, mais qui finit souvent dans l'axe, qui rentre beaucoup dans l'axe, qui centre assez peu. On avait la volonté d'être déjà costaud au départ, en ayant ce système en 4-4-2 en losange au départ. On n'a pas été trop mis en difficulté. Et puis après, c'est vrai que sur la deuxième partie, en lançant Abdallah, c'était pour la volonté, pourquoi pas, d'aller gagner ce match-là. Alexis, sur ce choix tactique d'Eric Roy qui a plutôt payé, plutôt rassurant au moins défensivement. Ouais, ça a plutôt bien marché, parce qu'en première mi-temps, il disait justement que l'objectif, c'était aussi de bloquer les Strasbourgeois avec le 4-4-2 en losange. Bon, il y a eu cette action-là où il y a la grosse occasion, enfin le but hors jeu des mégas, mais c'est un peu la seule. Enfin, il y a eu quelques situations chaudes qui ont été bien gérées, avec notamment une bonne charnière, la Chardonnay qui a bien tenu Emega. Et après le passage en deuxième mi-temps en 4-3-3, un truc plus habituel avec Les Melou qui rayonne beaucoup plus dans ce rôle-là. Mais c'est là où on a vu les Brestois créer à leur tour vraiment des occasions. Et en fin de match, il y en a, je pense, à deux décalages là où Pereira prend sa chance là sur des décalages de Mama Baldé. Ils ont eu les occasions de gagner. Donc en tout cas, les choix tactiques, ils sont réussis, et ils ont payé quoi. Donc après, voilà, il a manqué un peu de réussite devant le but, mais il y a aussi un peu de réussite défensive derrière, où, notamment là, sur un ballon perdu, une passe à retrait de Doumbia, où Emega se présente devant Bizot, qui sort très bien, mais Emega rate un peu son geste, et là, c'était peut-être le tournant pour Strasbourg, qui n'a pas eu non plus 15 000 occasions dans la surface brestoise. Est-ce qu'on peut parler de bons choix tactiques Ce n'est pas une défaite, mais ce n'est pas non plus une victoire, David. Disons, moi, c'est toujours pareil, entre le 4-4-2 de Brest et son 4-3-3, le 4-4-2 est beaucoup, avec un Doumbia positionné haut, son 4-4-2 est beaucoup dépendant de la prestation de Doumbia. Alors, il en fait des fois d'excellentes, il en fait des fois des moins bonnes. Celle de Strasbourg était moins bonne. Et quand Doumbia est moins bon en pointe haute, forcément, dans le système, Brest est moins bon. Et inversement, dans le 4-3-3, ils sont très dépendants du trio Magnetti, Camara et surtout Les Melou. Dimanche, dès qu'on est passé en 4-3-3, Les Melou a rayonné. Donc, forcément, on les a trouvés meilleurs en 4-3-3. Et tout dépend, en effet, de la qualité individuelle de 2-3 éléments pour faire la différence. Doumbia n'a pas fait un bon match du tout à Strasbourg. Et de ce fait, ils ont été moins bien dans ce 4-4-2 Losange, en dehors de tactique. Et Les Melou, lui, a rayonné derrière. Et forcément, ça redonne de la lumière au 4-3-3, qui est aussi quand même, malgré tout, même s'ils changent de plus en plus de système, qui reste leur système préférentiel sur la durée. Et d'un point de vue comptable, messieurs, dans la course à l'Europe, Brest est 9e et ne laisse pas filer Strasbourg, et grappille aussi un point sur le 6e, Lyon, battu à Paris. L'Europe est donc à 3 points. C'est plutôt un bon week-end, David. Moi, je dis que c'est un bon week-end. Un point de plus vers le maintien. On va pas faire un discours à l'auxerroise, parce que je pense que le maintien, l'idée, c'est de l'obtenir vite pour se dire, non, on se fixe d'autres objectifs, parce que je ne doute pas qu'il l'ait cette saison. Je rappelle que beaucoup en doutaient en début de saison, moi le premier, que c'est une saison difficile. Donc oui, un bon point en vue du maintien, et puis on perd pas de points contre un candidat à l'Europe, d'autres en ont perdu ce week-end. Ils vont à Lyon le week-end prochain, après avoir joué en coupe entre-temps, donc ça va être aussi encore un enchaînement et un match très très important. Mais ils font leur chemin bon an mal an. Ce sont les derniers du wagon potentiellement européen. Ils sont bien à l'arrière du wagon, on regarde ce qui se passe devant et on verra. Alexis, David parle du maintien. On est d'accord, on regarde bien droit devant pour la fin de saison.
Bah ouais, on a envie de regarder devant. Après, c'est toujours le discours à Brest déjà l'année dernière, c'est d'assurer l'objectif initial qu'est le maintien. Là, on sait que ça sera le cas, à part vraiment catastrophe jusqu'à la fin de saison, mais il faut avoir. Les Brestois visent 35 points. Bon, ils sont plus qu'à 2 points. D'ailleurs, ils parlaient de ce match de Strasbourg comme le match du maintien en cas de victoire. Bon, ça rapproche un petit peu, donc un point à l'extérieur comme ça face à un concurrent direct pour la course européenne, c'est oui, je suis d'accord, c'est plutôt un bon point. Après, la fin du match laisse quelques regrets, mais si on regarde le contexte global, général, c'est un super point. Et puis voilà, ça laisse en tout cas toutes les portes ouvertes avant le match contre Lyon, où là vraiment ça sera excitant, quoi, parce qu'en cas de victoire, ils reviennent sur Lyon. Un nul, ça serait aussi un bon résultat là-bas, hein. Ça empêcherait un adversaire direct de prendre trop le large. Par contre, une défaite, c'est vrai que ça créerait un petit trou, mais bon, il restera encore du temps. Et de toute façon, l'état d'excitation des Brestois pour la fin de saison dépendra aussi beaucoup de la Coupe de France et du résultat du coup de ce milieu de semaine. Et on en parlera en fin d'émission. D'abord, on fait un petit focus sur Brendan Chardonnay qui a aussi passé un bon week-end. Quand je vois son jeu, je suis amoureux. Quand j'entends sa voix, je suis fan d'Éric Roy. 100% TISEF, toute l'actu du Stade brestois. C'était le match dans le match. Après avoir subi les vagues parisiennes pendant une semaine, Brendan Chardonnay a réussi à contenir Emmanuel Emega qui restait sur 7 buts en 7 rencontres de Ligue 1. Le muselé, c'était l'une des clés de cette rencontre selon le capitaine pirate. Il a voulu venir de mon côté. On sait que c'est un très bon attaquant, l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1, on le voit cette saison. Et il sait un peu tout faire. Il sait garder le ballon dos au but. Il fait mal dans les appels en profondeur. On a eu chaud sur son but refusé. Donc non, c'est quelqu'un de très bon, très athlétique. On savait aussi que si on arrive à le museler lui, il y a moins de chances qu'il puisse marquer parce que c'est leur détonateur. Donc c'était important de livrer une grosse prestation contre lui pour se rassurer et montrer qu'on est des bons joueurs aussi. Et David, Brendan Chardonnay, bon joueur, t'as plutôt séduit dans son rôle ? Bah oui, parce qu'en plus, comme il dit, Emega est allé dans sa zone, donc c'est vrai qu'il y a plus simple à gérer comme adversaire. Il aurait pu aller peut-être plus vers Koulibaly ou vers Nia. Et voilà, il était vraiment au duel longtemps, souvent avec Chardonnay. Oui, il a convaincu parce que Chardonnay n'est pas un joueur rapide. Emega, lui, est un joueur très rapide. Il faut trouver d'autres solutions pour conduire un joueur comme ça, quoi. C'est vrai qu'il sait tout faire. Il est impressionnant. Le seul petit défaut qu'il a en ce moment, c'est peut-être des fois à la finition où il pêche, mais mes gars, moi, il m'impressionne depuis un moment. Et le museler, alors non seulement, comme disait Brendan Chardonnay, tactiquement, c'était important, mais pour un défenseur central, museler méga aujourd'hui, c'est forcément signe d'un match de qualité. Alexis, Chardonnay, être solide après une semaine difficile face à Paris, c'était aussi l'occasion de se rassurer, comme l'équipe. Ouais, c'est ça, c'est le rebond, il est assez impressionnant pour Chardonnay parce que c'est vrai qu'à Paris, la charnière a beaucoup souffert, un peu aussi abandonné par le reste de l'équipe, mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps notamment, ils avaient pris l'eau et je pense que mentalement, c'était pas simple. Avant le match, Eric Roy avait dit que voilà, il avait fallu un peu remettre les têtes à l'endroit, soigner les têtes de tout le monde. Donc ouais, prendre 7 buts quand on est défenseur central, je pense que c'est pas simple, d'autant plus capitaine. Donc c'est vrai que grosse réaction de sa part, c'était pas le match le plus simple pour le faire et il a réussi. Donc globalement, il fait un super match. Il se fait juste prendre à toute fin de match là, sur un super geste de Nanasi là, qui lui met un petit pont pour donner à Emega, mais ça on peut pas vraiment lui en vouloir. C'est plutôt lié au talent de son adversaire et derrière, de toute façon, Marco Bizot a fait le bon arrêt devant Emega, donc tout finit bien pour Brest sur ce match-là et ouais, vraie bonne prestation de Chardonnay. Et par contre, messieurs, le gros point noir en défense, c'est la blessure de Soumaïla Koulibaly, de nouveau touché aux adducteurs après avoir déjà été absent 2 mois cet hiver. Qu'est-ce qui se passe, docteur Guézenec ? Alors, ce qui se passe, comme disait Roy aussi, il n'est pas chirurgien. Moi non plus, j'ai pas les diplômes. Ah mince. Non, mais en fait, c'est en faisant des transversales en première mi-temps, il a fait quelques transversales, sa douleur aux adducteurs se sont réveillés à ce moment-là. Il voulait essayer de continuer en deuxième, ils ont dit on fait un test à la mi-temps, ils ont testé, ça passait pas. Donc il a été remplacé par Ndiaye, mais ce qui est embêtant en effet, c'est qu'il s'est fait opérer d'une pubalgie en décembre et que c'est des problèmes qui sont compliqués à résoudre et quand ça revient, alors on va avoir des nouvelles sans doute
dans la journée le concernant. Mais c'est vrai que les adducteurs, quand ça revient comme ça, si on a été opéré, c'est loin d'être rassurant. Hein. Après, est-ce que c'est une petite douleur? Faut voir, mais moi, ça m'inquiète. Ouais. Bon, heureusement, le cardinal est de retour, Alexis. Ouais, le cardinal est de retour et surtout Ndiaye. Enfin, je l'ai trouvé hyper bon son entrée à Strasbourg là. Ndiaye, il était passé au travers là, lors du dernier match à Le Blé en championnat. Voilà, ça a été plus compliqué, mais là, il a fait une super entrée et il montre toute l'étendue des promesses qui ont déjà été vues depuis le début de saison, où il est arrivé comme un numéro 3 au poste, comme un numéro 4 même en début de saison avec le Cardinal, et on l'avait vu monter en puissance, et là vraiment il confirme que c'est une option très crédible, et là il a été très solide dans un contexte pas simple à Strasbourg en rentrant en cours de match, et pour Koulibaly, on parlait justement de rebond psychologique pour Chardonnay après le 7-0, de réaliser une grosse prestation derrière. Pour Koulibaly, ça doit être compliqué quand même, parce qu'il y a eu le 7-0 au Parc des Princes face à son club formateur, et puis là la blessure, la rechute direct après, ça doit pas être évident, même si on connaît pas encore la nature exacte et la gravité surtout de cette blessure, mais ouais, c'est sûr que c'est un vrai point noir. Je vais revenir sur ce que disait Alexis. Ndiaye, il fait pas une bonne rentrée parce qu'il fait une mauvaise rentrée. C'est-à-dire que les 5 premières minutes, il y est pas, il rate ses relances, voilà. Et il arrive à se remettre dans le match et il est très très bon derrière. Mais en fait, il a eu quelques minutes de flottement, ce qui est évident quand on rentre à la 45e, ça s'entend. Mais ça veut dire aussi que mentalement, merde, il rate un peu, il fait 2-3 mauvais passes et paf, il se remet, il augmente le curseur assez vite, il se remet dans son match et derrière, impeccable. Voilà. Donc, c'est aussi en effet, pour rejoindre ce que disait Alexis, un signe qu'il a progressé, que sa force mentale également. Pour finir sur les individualités, tu voulais ajouter un petit mot sur Ajorc, qui était absent à Strasbourg, son ancien club. Ajorc est retour à l'entraînement ce lundi, c'est une bonne nouvelle. Il était absent une semaine, évidemment qu'il a été sur le banc à Paris, il n'est pas rentré parce qu'il avait un lumbago, forfait à Strasbourg. Alors évidemment, il aurait sûrement aimé jouer ce match-là, mais dans le 0-0 offensif brestois, faut pas oublier qu'il manquait Ajorc et que sans lui, il était à combien, je sais plus, 6 buts sur les 6 derniers matchs, il me semble. C'est ça. Ouais. Je me trompe peut-être. Mais disons que sans lui, c'est pas la même attaque, quoi. Donc, il est en pleine bourre. Il a manqué. Je pense qu'avec lui, ça pouvait encore monter d'un step. La bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour à l'entraînement depuis hier. Donc, Alexis, on va revoir des buts. J'espère que pour lui que ça l'a pas coupé dans son élan, parce que ce serait un peu injuste sur une blessure musculaire au dos face à son club, le club vraiment où il avait explosé. Donc ouais, ça serait chouette de le voir marquer en Coupe de France là dès son retour, et ça ferait du bien aussi aux Brestois qui, ouais, comme Roy le disait, dès que Ajorc n'est pas là, c'est vrai que c'est plus compliqué en attaque, quoi. Il y a moins de solutions et il prend tellement de place, il a une importance énorme, donc c'est une super nouvelle en tout cas de le voir de retour. Mais ouais, comme disait David, il était à l'entraînement hier, donc a priori ça sent bon. Allez messieurs, on se lance dans l'opération Stade de France. ISEF, toute l'actu du Stade brestois. Le Stade brestois a une opportunité historique d'atteindre le dernier carré de la Coupe de France. Ce n'est jamais arrivé et sur le papier, le tirage au sort doit permettre au TISEF d'y parvenir. Réception ce mercredi de Dunkerque, 3e de Ligue 2. Ce sera seulement le 3e quart de finale de l'histoire pour Brest, rappelle Brendan Chardonnay. Je sais qu'il n'y en a pas eu beaucoup, d'où l'importance de le prendre avec sérieux. C'est jamais anodin de pouvoir jouer une demi-finale de Coupe de France, donc c'est un rendez-vous, un événement très important pour le club, donc on a à cœur de très bien préparer ce match, et ça sera pas du tout un match à prendre à la légère. C'est une très bonne équipe, s'ils sont là à ce stade de la compétition, c'est que c'est plus une surprise en Ligue 2. On est conscient que ça va être un match compliqué, un gros combat devant notre public. Et David, tu le rappelles souvent, la règle avec les Brestois, c'est qu'ils nous déçoivent en coupe. Cette fois, ça sera la bonne ou pas? Ils nous déçoivent en coupe, et heureusement, la Coupe de la Ligue est terminée. Puisqu'il nous savait aussi beaucoup en Coupe de la Ligue. Non, mais moi, je suis convaincu, je n'ai pas les stats,
que c'est le pire des clubs pro en résultat, toutes coupes confondues. Donc, je ne pense pas qu'on puisse trouver en 20-30 ans un club pro qui était aussi nul en Coupe de France. 2 quarts de finale, et rien en Coupe de la Ligue. Mais voilà, il faut une année pour que tout ça change. C'est peut-être l'année. Là, en effet, ils ont une opportunité immense en jouant Dunkerque à domicile, même si en effet Dunkerque, c'est pas mal du tout en Ligue 2 ce qu'ils font, ils produisent du jeu, c'est une très très bonne équipe, mais voilà, Brest a aujourd'hui les moyens de passer Dunkerque chez lui, même si Dunkerque a pas mal performé à l'extérieur en coupe et je crois en championnat également. Donc, mais oui, alors je vais pas dire que je suis confiant, vous me connaissez, mais là c'est quand même le moment. Ouais, c'est le moment, Alexis. Toi, t'es plus confiant que David. Ouais, j'ai pas tout le passé. Moi, j'ai connu que la période dorée du Stade Brestois, donc je suis trop confiant parfois peut-être. Non, c'est vrai que là, c'est une opportunité énorme et surtout, cette équipe de Brest là, qui depuis l'année dernière bat record sur record, là, ils ont l'occasion d'en battre un assez gros, quoi. Atteindre une demi-finale de coupe, c'est quand même pas mal. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'ils vont prendre ce match très sérieusement, mais c'est un quart de finale de Coupe de France, mais aussi, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est de ça que dépend un peu aussi leur fin de saison. Eric Roy le rappelle tout le temps que l'important, c'est d'avoir des objectifs élevés. Là, il y a quand même la perspective d'une finale au Stade de France. Ils ont un groupe quand même qui a brillé en Ligue des Champions, qui est assez étoffé, donc je pense qu'ils vont prendre ce match très au sérieux. Ils ont l'habitude de jouer tous les 3 jours. Donc Dunkerque, oui, c'est une belle équipe et il faut faire très attention, mais je pense que Brest passera. Et en tout cas, s'ils réalisent un match sérieux, comme on a l'habitude de les voir, je pense qu'on les verra en demi-finale. On les a jamais vus en demi-finale. Il y a eu 2 quarts de finale précédents. Un petit jeu surprise pour toi, David. Le dernier quart de finale, c'était en 2015. Une défaite, une élimination au tir au but face à Auxerre. Est-ce que tu serais capable de me donner 1 ou 2 joueurs titulaires ce soir-là ? Je sais que c'était l'époque d'Alex Dupont, il me semble. Ouais, tout à fait. Et j'y étais, ça avait été un match catastrophique, minable. Il s'était complètement passé à côté de ce quart de finale. Allez, je dirais... Il y en a un qui est sur le banc à Brest en ce moment, c'est du rang classique. Oui, Bruno. Bien sûr, Bruno Grougy qui jouait dans les buts. On avait Hartog. Oui, je ne vais pas dans cette telle facilité de dire Bruno Grougy sur ce match-là. Je me doutais bien. Dans les buts, on avait Hartog. En défense, il y avait par exemple Moins B. Capitaine, c'était Ramaré. On avait également Annan Nevant. Donc, une équipe d'il y a 10 ans. Est-ce qu'on sait, Alexis ou David, est-ce qu'on sait ce que donne Marco Bizot au tir au but ? Alors, ça risque d'être Couder qui joue. Oui, pardon, bien sûr, en Coupe de France. Oui. Ouais, mais Couder, moi, à l'entraînement, les rares fois où je l'ai vu faire des séances de tir au but, je l'ai trouvé très bon. Ah, bonne nouvelle. Ouais, et je pense qu'il est mieux que Bizot au tir au but. Voilà. C'est une conviction personnelle sur ce que j'ai vu de quelques séances d'entraînement au tir au but. Voilà. Bon, c'est plutôt rassurant parce que Dunkerque est plutôt performant au tir au but. En tout cas, c'est de cette manière-là qu'ils ont éliminé Lille, Alexis. Ouais, d'ailleurs, ils avaient raté leurs 2 premiers, il me semble, et ils ont tout renversé. Donc, faudra faire attention si le scénario arrive de ne pas crier victoire trop tôt. Non, mais en tout cas, j'espère que Couder, il va continuer à jouer. A priori, ça sera le cas. Mais ça serait dommage quand même, après le 7-0, qu'il n'ait pas la chance de rejouer dans un match où Brest, a priori, devrait quand même moins souffrir. Parce que ça reste un très bon gardien, sur ce qu'on avait vu, on a peu vu, mais sur ce qu'on avait vu en coupe et l'année dernière en championnat, sur le court intérim de 3 matchs qu'il avait fait quand Bizot avait été suspendu, il avait fait des bonnes prestations, donc ce serait chouette de le voir dans le but. Et s'il pouvait être le héros de Brest au tir au but, ça serait top pour lui, même si on espère qu'ils gagneront avant ça, quoi. Ça enlever un peu de pression, quoi. Je voulais rajouter, Tom, que le gardien d'en face est finistérien, le héros des tours précédents, est passé par Guy Pava dans sa jeunesse, c'est un finistérien, et voilà, donc je voulais quand même le souligner. Jaouen, très, très bon gardien, très prometteur sur ce qu'il montre actuellement, et qui lui a montré au pénalty qu'il était bon. Et qui a fait part de sa joie de venir jouer ce quart de finale à Le Blé. Avant de clore cet épisode, on pronostique, messieurs. Sur Facebook, Fanchemé prédit une victoire 2-0, propre et maîtrisée grâce à un doublé de Doumbia. Pas très performant ce week-end, selon toi, David. Succès 3-1 selon Noël Barazer, 2-1 pour Jean-François Gouet, qui se méfie de Dunkerque malgré tout, 3-2 pour Alan Pilou, qui espère éviter les tirs au but, une spécialité du gardien nordiste, on vient d'en parler, du gardien nordiste qui est du Finistère. Les tirs au but, c'est l'issue que prédisent Christian Barguin et Pipo Haddock. Et toi, Alexis, qu'est-ce que tu vois ?
Moi, je vois bien un 2-0. Un but dans chaque période et une qualification relativement sereine. David ? Alors moi, après avoir été alarmiste tout à l'heure, te fais tapis, je suis monsieur Baradeur, 3-1. Eh ben, la méfiance qui donne après une belle victoire, c'est magnifique. Moi, je vois bien un 3-0. Je sens qu'après la Ligue des Champions, nos Brestois vont nous offrir des prochaines semaines alléchantes. Allez, réponse donc ce mercredi vers 21h à l'issue de cette rencontre. On croise les doigts pour s'offrir un printemps de folie. Merci de nous avoir suivis. Merci Alexis et David. On se retrouve lundi prochain pour débriefer le déplacement à Lyon. Bonne semaine et bon match au pluriel. Ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai. 100% ISEF, toute l'actu du Stade brestois.